La Tunisie a rendu hommage ce lundi aux 6 membres des forces de sécurité tués ce dimanche lors d'une attaque djihadiste. Cette attaque, la plus sanglante depuis la série d'attentats ayant frappé le pays entre 2015 et 2016, a été revendiquée par une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui affirme avoir réussi à saisir des armes. La cérémonie d'hommage a eu lieu sur une base de la Grande Nationale Alaouina, près de Tunis, en présence du ministre de l'Intérieur par intérim, Ghazi Djeribi, et du commandant général de la Garde nationale. Les 6 agents de la Garde nationale ont été tués et 3 autres blessés lorsque leurs voitures ont été attaquées ce dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l'Algérie, dans le secteur de Ain Sultan, dans la province de Djendouba. Selon le porte-parole de la Garde nationale, le colonel Oussemeddine Djebabli, les 3 policiers blessés transférés à l'hôpital militaire de Tunis étaient dans un état stable ce lundi matin. Le ministre de l'Intérieur a pour sa part précisé que les opérations de recherche menées avec l'appui de l'armée se poursuivaient ce lundi, mais aucune arrestation n'a eu lieu. Cette attaque risque d'accentuer la crise politique profonde que traverse la Tunisie, où le Premier ministre Youssef Chaeb, qui a récemment limogé son ministre de l'Intérieur, fait face à une offensive venue de son propre camp. Ils étaient plusieurs milliers de personnes. La foule, composée de militants de gauche, de syndicalistes et de proches des détenus, a marché pendant plus de 2 heures à Casablanca sous l'œil des forces de l'ordre. Objectif, dénoncer la condamnation des meneurs du mouvement de protestation Irak qui avait agité le nord du Maroc en 2016 et 2017 et appelé à leur libération. Beaucoup brandissaient des portraits des meneurs du mouvement, des drapeaux symbolisant le mouvement du 20 février, la version marocaine des printemps arabes en 2011, d'autres des pancartes fustigeant un procès politique. Liberté aux détenus politiques, vive le peuple ou cet État est corrompu ont notamment scandé les manifestants venus à l'appel d'organisations de gauche et syndicales. Le 26 juin, la justice marocaine a condamné 53 activistes formant le noyau dur du mouvement de protestation appelé Irak à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. Nasser Zefzafi, le leader de ce mouvement qui réclamait davantage de développement économique et social dans la région du Rif, et 3 de ses compagnons ont notamment écopé de 20 ans pour atteinte à la sécurité de l'État. Les jugements ont suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume, mais les autorités marocaines ont assuré de leur côté que le procès était équitable. L'horreur produite en 2012, 4 des 6 agresseurs avaient été condamnés à mort pour meurtre, viol en réunion, vol, conspiration et actes non naturels en 2013. Seuls 3 d'entre eux avaient saisi la Cour suprême qui a rejeté leur appel lundi. Un 5e homme, le chauffeur du bus présenté comme le meneur du drame, est mort en prison où il se serait suicidé. Quant au 6e, âgé de 17 ans à l'époque des faits, il n'avait écopé que de 3 années de prison, peine maximale prévue pour les mineurs. Sa libération fin 2015 avait déclenché un tollé. En effet, le 16 décembre 2012, une étudiante en kinésithérapie de 23 ans avait été violée avec une brutalité extrême par 5 hommes et un adolescent à bord d'un bus en mouvement dans la capitale indienne devant son compagnon impuissant. La victime avait par la suite succombé à ses blessures. Le drame avait déclenché des manifestations massives à travers le pays et forcé le gouvernement à promettre une meilleure protection des femmes. Depuis cette affaire, l'Inde a renforcé sa législation contre les agressions sexuelles et accéléré les procédures judiciaires pour ce type de cas. Les peines contre les délinquants sexuels ont été alourdies et la peine de mort introduite dans les cas de viol ayant entraîné la mort de la victime ou perpétrée par des récidivistes. Lors d'une conférence de presse dans la capitale libyenne, le président du Parlement européen a déclaré qu'il faut établir une liste noire des gros trafiquants pour que les polices et les organisations anti-crime en Afrique et en Europe puissent collaborer ensemble dans un objectif commun. Cette mesure vise à combattre le trafic en Europe et en Afrique. Selon lui, il sera très difficile
de lutter contre l'immigration clandestine s'il n'arrive pas à anéantir ces organisations criminelles que sont les passeurs qui sont des terroristes, des trafiquants d'armes et d'êtres humains. À Tripoli, Antonio Tajani a rencontré le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, avec qui il a discuté de l'importance de surveiller les frontières sud de la Libye en vue de limiter les flux de migrants qui arrivent dans ce pays en vue d'effectuer la traversée périlleuse de la Méditerranée. La coopération économique ainsi que dans les domaines de la santé et de l'enseignement supérieur a aussi été au menu de l'entretien des deux hommes. Par ailleurs, le président du Parlement européen a indiqué que l'Union européenne était prête à aider la Libye dans l'organisation des prochaines élections, notamment dans la préparation technique et l'envoi d'observateurs pour veiller au bon déroulement du scrutin. Les 6 policiers tués au cours de l'opération djihadiste dimanche ont été enterrés lundi. Leurs funérailles ont rassemblé des centaines de personnes, chacun en plusieurs points du pays. En prélude, des hommages leur ont été rendus en présence du ministre de l'Intérieur tunisien sur une base de la garde nationale près de Tunis. Les 6 agents de la garde nationale ont été tués et 3 autres blessés lorsque leurs voitures ont été attaquées dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l'Algérie dans le secteur de En Sultan, dans le gouvernorat de Jandouba. Les 3 policiers blessés sont dans un état stable, selon le porte-parole de la garde nationale. Toujours selon lui, les opérations de recherche lancées dimanche avec l'armée se poursuivent. La branche tunisienne du groupe djihadiste Hakmi Okba Ibn Nafa a revendiqué l'attaque et affirmé avoir saisi plusieurs armes. Cette attaque risque d'accentuer la crise politique profonde que traverse la Tunisie, où le Premier ministre Youssef Chahed fait face à une offensive au sein de son propre camp. Des heurts ont régulièrement lieu à la frontière algérienne, mais c'est la toute première fois depuis plus de 2 ans que les forces de l'ordre essuient de telles pertes. La dernière attaque de grande ampleur en Tunisie remonte à mars 2016, lorsque des djihadistes avaient lancé des opérations coordonnées contre des installations sécuritaires de Ben Guerdane, près de la Libye, entraînant la mort de 13 membres des forces de l'ordre et 7 civils. Un tribunal du Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, a décidé que la seule accusation recevable était le détournement de fonds publics. Le parquet allemand a précisé qu'il allait dès lors décider sous peu de la remise de Carles Puigdemont aux autorités espagnoles sur la base de ce seul motif. En attendant, l'ex-président de la Catalogne, destitué par Madrid, reste libre. Il est en Allemagne depuis son interpellation en mars dans le Schleswig-Holstein, alors qu'il revenait d'un déplacement en Finlande, en route pour la Belgique où il s'était installé pour échapper à la justice de son pays. L'un de ses avocats a indiqué qu'un recours devant la Cour constitutionnelle allemande était en préparation. Poursuivi pour rébellion et malversation en raison du référendum d'indépendance catalan organisé à l'automne 2017, Puigdemont a été brièvement incarcéré en Allemagne puis libéré dans l'attente d'une décision sur la recevabilité des motifs du mandat d'arrêt européen émis par Madrid à son encontre. À présent, la décision du tribunal porte donc un coup au chef d'accusation espagnol car elle empêche un procès pour rébellion, crime passible de 25 ans de prison. Au total, 25 dirigeants séparatistes catalans sont inculpés pour leur rôle dans la tentative de sécession de l'Espagne du 27 octobre, le jour du vote par le Parlement catalan d'une vaine déclaration unilatérale d'indépendance. L'homme fort de l'Est de la Libye a ordonné de remettre la main sur le commandant Mahmoud al-Werfali à la suite de son évasion de la prison militaire où il était détenu. Le communiqué qui véhicule l'information ne mentionne pas la date de cette évasion et donc depuis combien de temps ce haut gradé est en fuite. Mahmoud Mustafa Boussaïf al-Werfali, commandant dans l'armée nationale libyenne, autoproclamé et dirigé par le maréchal Haftar, fait l'objet depuis près d'1 an d'un mandat d'arrêt de la CPI. Cette dernière l'accuse de crimes de guerre dans au moins 7 incidents en 2016 et 2017. Le 5 juillet,
La Cour a émis un deuxième mandat d'arrêt à son encontre pour sa responsabilité présumée de meurtre en tant que crime de guerre. En effet, les juges ont estimé disposer de motifs sérieux de croire qu'il aurait abattu 10 personnes en face d'une mosquée à Benghazi le 24 janvier dernier. Mahmoud al-Werfali, né en 1978, se bat depuis 2011 aux côtés des forces loyales à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a réclamé à plusieurs reprises l'arrestation de Werfali. Mais les forces loyales au maréchal Haftar avaient indiqué l'été dernier l'avoir arrêté. Elles avaient ajouté qu'il faisait l'objet d'une enquête devant le procureur général militaire, ce qui semble ainsi vouloir écarter une remise à la Cour pénale internationale. Alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe, plus de 95 migrants sont secourus par les gardes-côtes libyens. Les gardes-côtes libyens ont secouru environ 95 migrants originaires de différents pays. La plupart viennent d'Érythrée et de certains pays arabes. Nous avons fourni une assistance médicale à ces migrants qui seront transférés ultérieurement à des centres d'accueil dans la ville Tripoli. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye, en proie au chaos et à l'insécurité, est devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine vers les côtes européennes. Un contrat de 3 ans et demi pour un grand nom du football européen. Avec Wayne Rooney, l'équipe de DC United, actuellement dernière du championnat national, veut inverser la tendance. En attendant des résultats sur le terrain, les fans entrevoient déjà du changement dans les tribunes. Nous espérons attirer des supporters qui ne connaissaient pas forcément l'équipe avant et qui seront maintenant intéressés. Et pour attirer des supporters, Wayne Rooney joue déjà les ambassadeurs dans la capitale américaine en inaugurant le nouveau stade. Je suis ici pour gagner, pour aider cette équipe à aller de l'avant, pour gagner des titres. C'est mon travail et j'espère que dans quelques années, nous pourrons gagner un titre et écrire une page d'histoire dans ce merveilleux stade. Aux États-Unis, le nombre de téléspectateurs regardant le championnat national de football reste bien inférieur aux autres sports. 15 millions pour un match de NFL, 300 000 pour un match de MLS. Mais la fréquentation des stades, elle, ne cesse d'augmenter. Lors des tournois internationaux, l'audience est proche des autres sports de ligue majeure aux États-Unis. Mais il y a des semaines où les rencontres de MLS ne réunissent pas plus de téléspectateurs que la pétanque ou le bowling sur ESPN. Les États-Unis n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde cette année. Mais parmi les jeunes participants à ce stage, certains réfléchissent déjà à l'édition 2026 qui sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le football prend de plus en plus d'importance chaque année, surtout lorsqu'il y a des tournois comme la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions. Mais la fièvre de la Coupe du Monde frappe tous les enfants. Nous avons ici des joueurs âgés de 9 et 10 ans qui parlent déjà de participer à cette Coupe du Monde dans 8 ans. Et les États-Unis pourraient bien avoir besoin de ces nouveaux talents pour jouer sa Coupe du Monde à domicile, car la FIFA doit encore décider si les 3 nations organisatrices seront automatiquement qualifiées.